Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. J'ai atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Eh bien, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Et je vous passe ma collaboratrice. Joyeux Noël, monsieur. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Je te mets, Thérèse, je te mets. Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Eh oui, le Père Noël est une ordure, les bronzés font du ski et les répliques cultes du Splendide qui se racontent dans un beau livre paru au Cherche Midi l'année dernière et dont une édition collector vient de sortir aux éditions du Cherche Midi. La vente de cet ouvrage, André Berkoff, qui rend hommage à Michel Blanc, aide la Fondation pour la recherche médicale. Thierry Lhermitte en est le parrain depuis plus de 20 ans, André, et il sera notre invité dans un instant sur Sud Radio. Oui, il est déjà là. Moi, une chose qui me frappe, regardez, en 3 phrases. Je ne sais pas qui pourrait dire ça aujourd'hui dans un film qui sortirait. Ça serait délicat. Ce serait extrêmement délicat. Il aurait 40 associations qui lui tomberaient ça dessus. serait bien possible, oui. C'est formidable. Et on a la chance de ne pas être soupçonnable, nous. Alors, l'âge, la tradition, voilà. Donc tout va bien. Non, et puis voilà, on ne touche pas aux monuments historiques. Voilà, aux icônes. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je veux dire, ça ne me rajeunit pas, mais au contraire, ça m'honore. J'ai connu le Splendide pas à ses débuts, et c'est formidable quand on lit ce livre, quand on voit ce qui se passait, quand on voit les répliques, quand on voit vraiment tous ces films incroyables qu'on peut revoir aujourd'hui. Mais moi, je défie quiconque de voir Le Père Noël est une ordure, Le Dîner de cons, puis beaucoup d'autres. Franchement, c'est-à-dire, on est personne ne peut dire « Ah oui, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et c'était tellement naturellement, politiquement, éthiquement incorrect que c'était vraiment joyeux. Alors, Josiane Balasco, Michel Blanc, Christian Regal, Gérard Nugnot, vous-même Thierry Lhermitte, bien sûr. Cette histoire incroyable qui a quoi, plus de 50 ans maintenant. Bah, pas loin, oui. Pas loin, oui. 50 ans, ouais. C'est pas mal. Pas mal. Voilà, on est sorti de l'acné juvénile. Mais, voilà, les bronzés, quand même, qui a fait les 10 films préférés des Français de tous les temps. Le Père Noël est une ordure, bien sûr. Et alors, des répliques, hein, Céline. Des répliques tellement cultes qu'ils font, cultes surtout et qui font le succès, effectivement, de ces films. Rappelez-vous de Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est différent. Et quand Thérèse offre un gilet horrible à Pierre pour Noël, il lui dit « Oh, c'est formidable, il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles ». Alors, l'épopée du Splendide, André Berkoff, on va vous la raconter, chers auditeurs, dans un instant. Attendez. Sur Sud Radio. Il y a « Je ne vous jette pas la pierre, Pierre », mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Oui, ça, c'était une invention d'Anémone. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Oui. Fabuleuse, quoi. Alors, on va en parler, effectivement, tout de suite, parce que on va parler, d'ailleurs, des dialogues, déjà. Parce qu'avec Thierry, parce que c'était formidable, parce que franchement, on rigolait pratiquement à chaque réplique, donc c'est pas si fréquent que ça. On en parle tout de suite. Le sapin de Noël, Sud Radio. Ah oui, ça, le sapin de Noël, vous voyez, c'était pas... Là, le Père Noël n'est plus une ordure. Le Père Noël distribue des cadeaux, paraît-il. Alors, qu'est-ce qu'il distribue, là? Ah oui, voilà, le grand sapin de Noël, Sud Radio. Alors, vous faites sapin, S-A-P-I-N, bien sûr, par SMS au 7 20 18, et vous aurez de place pour le spectacle des Chevaliers du Fiel à Narbonne. Narbonne, très jolie ville, hein. Et vous allez voir le tout nouveau spectacle Vacances à Dubaï. Alors je ne sais pas si les Chevaliers du Fiel sont devenus influenceuses, mais en tout cas ça vaut le coup d'aller voir. Voilà. Donc je vous redis juste la chose en sapin par SMS au 7 20 18. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors,
Je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camaillot de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors ne risquez pas de vous tromper. Puis c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein. Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Et oui, Le Père Noël est une ordure, film toujours aussi culte 43 ans après sa sortie. Cette comédie a vraiment participé à la légende du Splendide qui se raconte dans un beau livre paru au Cherche Midi et intitulé Le Splendide par le Splendide. Bonjour Thierry Lhermitte. Bonjour. Alors c'est vous qui êtes à l'initiative de cet ouvrage dont la première édition est parue en novembre 2024 pour les 50 ans de la troupe. Là, vous sortez une édition collector tout aussi joyeuse et émouvante que la première. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prolonger cette aventure éditoriale ? C'est qu'il y a un petit chapitre sur Michel Blanc qui est particulier, comme ça le livre lui est un peu dédié. Et donc il y a des photos supplémentaires, il y a une belle couverture dure par rapport à la couverture souple de l'année dernière, et un espèce, alors les gens disent un hologramme, mais c'est pas un hologramme parce que ça existe, ça fait 50 ans ou ça demande plus que ça existe, quand on met deux photos l'une au-dessus de l'autre, et puis que quand on bouge un petit peu l'objet, ça fait deux images différentes. Voilà, donc c'est un truc collector, voilà. Et oui, collector, et effectivement, Michel Blanc, faut le rappeler, il est décédé, il est parti, il nous a quittés le 3 octobre 2024. Une véritable vague d'émotions, effectivement, en France. Elle a été même immense, pourrait-on dire. À son enterrement, vous avez chanté ceci. Quand on reverrai-je pays merveilleux où ceux qui s'aiment vivent à deux. Mais ça, c'est pas, on n'a pas lancé ça. C'est un truc de dingue. On était aux obsèques de Michel dans cette église, et tout d'un coup, un mec en survêtement vient du fond de l'église, va parler au curé qui était là. Le curé parle avec l'autre officiant, revient et nous dit monsieur a quelque chose à dire à l'assistance. Et le monsieur dit il faut que je vous dise quelque chose. Michel Blanc me parle. Alors tout le monde est un petit peu effaré. Et il me demande quelque chose, il nous demande de chanter tous ensemble. Et le mec commence « Quand te reverrai-je » et toute l'église a chanté « Quand te reverrai-je » voilà. Alors il faut dire que ce monsieur continue à m'écrire pour me dire que Michel continue à lui parler. Donc, je n'ai pas eu encore de contact avec lui direct. Ça me fait un peu peur pour tout vous dire, mais bon. Et sur sa tombe, vous le racontez dans votre livre, effectivement, vous avez déposé une couronne de fleurs signée tes collègues de la Française de l'Intensité. Ça fait la Française d'Intensité, oui, comme la Française des Jeux, la Française des Eaux, voilà. Non, c'est parce que c'était une plaisanterie entre Michel Blanc et nous, et tous les deux particulièrement, parce qu'on était tous les deux présidents on s'appelait président, et on se disait si on faisait une société, on l'appellerait la Française d'Intensité, ce qui ne veut absolument rien dire, évidemment. Non, mais c'est joli. C'est joli, hein. Bon. Et une OPA sur la Française d'Intensité, c'est quand même pas mal. Et donc, on s'est marré à mettre ça. Je pense que ça aurait été validé très largement par Michel. Et oui. Si je peux dire, juste personnellement, ma petite contribution à ça a été de faire rencontrer autour d'un verre, mais il y a 30-40 ans, Michel Blanc et Michel Noir. Ah bien, oui, une belle rencontre. Je me suis dit, il n'est pas possible, je connaissais Michel Noir. C'est à Michel Noir, je lui ai dit, vous avez envie de rencontrer Michel Blanc? Il m'a dit, mais comment? C'était petite séquence. C'était un très grand auteur et surtout un grand philosophe, dites-vous. Il cultivait les paradoxes blancs. Michel Blanc, oui. Il disait je suis chauve et pourtant j'ai une queue de cheval. C'est une belle image, il faut le dire. Mais mais Michel Blanc c'était un dialoguiste extraordinaire, un scénariste formidable, puis vraiment un dialoguiste exceptionnel. C'est lui qui a fait la plupart des. Il a contribué énormément. Dans un travail de groupe, c'est la dynamique de groupe fait qu'on ne sait jamais qui a écrit, parce qu'en fait on écrit pour faire rire machin. Tous ensemble. Tous ensemble toujours. Oui. Mais Michel, quand il a fait des adaptations tout seul, il a adapté des pièces, dont une qui s'appelait Espèce menacée, mais c'était vraiment un florilège de conneries. Chaque réplique était exceptionnelle. Ouais. Oui. Alors, ce qui est touchant, effectivement, donc dans ce livre, vous racontez vous racontez beaucoup d'anecdotes, et vous dites qu'effectivement, Michel Blanc, Christian Clavier et Gérard Jugnot, vous les avez connus donc au lycée dans les années 60, et vous écrivez ceci: j'ai commencé à vivre quand je les ai rencontrés, Thierry Lhermitte. Donc, vous étiez adolescent à l'époque.
Qu'est-ce qui empêchait d'exister l'adolescent que vous étiez à cette période? Vous étiez en rébellion, dites-vous? Non, Ouais. rébellion, faut pas exagérer, non, mais je savais pas trop ce que je faisais, j'avais pas d'intérêt dans la vie, voilà, je flottais, voilà, j'étais là, et puis tout d'un coup, je découvre ces 3 mecs et la vie devient passionnante. Et ça a été Voilà. rapide? Enfin, ça a été immédiat? Ouais, Je veux dire, immédiat, oui. C'était, voilà, j'ai rencontré Christian, qui connaissait Gérard, qui connaissait Michel, et paf, c'est parti. C'est la magie de la rencontre. Non, vous n'êtes voilà. plus jamais quitté, c'est ça qui est étonnant. C'est une vie entière et notre amitié que continue. C'est un truc familial très fort. Ouais. Oui. C'est vraiment le rire et la moquerie qui vous a unis dès le départ. Oui, le rire, bien sûr, mais plus que ça, parce que honnêtement, les discussions que j'ai ou qu'on avait tous ensemble, c'était pas que pour dire des conneries. On en a dit beaucoup de conneries, il faut bien le dire. Mais c'est vraiment, Christian et moi, ces discussions d'histoire, de philosophie, de politique, de tout ce qu'on veut. Voilà. Et oui. Et Marianne Chazelle, à propos de la bande Marianne, bien sûr. que vous formiez tous ensemble, elle disait ils étaient tellement soudés que le monde autour n'existait pas. Ils avaient une force incroyable. C'était une manière de se protéger car ils étaient tous complexés par leur physique. Même Thierry, il ne réalisait pas l'effet qu'il faisait aux filles. Ça va mieux depuis, Thierry? Oui, ça va mieux, mais oui, c'était comme ça. Oui. Ouais. Est-ce que le rire a été une force dans la séduction pour vous, dans votre cas personnel? Sans doute, oui. Je ne suis pas un séducteur, ça je vous le garantis. J'ai peut-être séduisant, mais pas un séducteur, alors ça c'est sûr que non. Mais donc, oui, ça a dû me servir. Parce on dit que j'aime bien rire, dire des conneries. ça Oui, joue, oui, hein. femme qui rit, oui. À moitié dans son lit, c'est ce qu'on dit. Mais comme j'ai entendu que l'émission était sponsorisée par une société qui vend des articles français et patriotes. Ouais. Alors, je me demandais qu'est-ce qu'ils vendent? Des slips de bleu, blanc, rouge ou qu'est-ce qu'ils vendent? Alors, je ne sais pas. Moi, je pense que nous vendons un livre français et patriote. Oui, c'est clair. Nous sommes tous français quand même. Ça, c'est clair. Non, c'est clair. Et oui, alors dans votre livre, vous racontez effectivement vos débuts sur scène, vos grands succès. Et ce qui m'a le plus questionné, c'est que dans la bande, vous étiez pratiquement le seul au départ à ne pas vouloir être artiste. Christian, Michel, oui, voulait devenir acteur. Gérard, lui, c'était metteur en scène. Non. Vous rêviez d'être peintre. Non, moi, peintre, ça m'a vite passé tellement j'étais nul. Mais Dieu merci, j'ai pas persisté là. Mais je savais pas trop ce que je voulais faire. J'aurais fait peut-être des mathématiques parce que c'est ce qui m'était le plus facile. Christian, il savait pas ce qu'il voulait faire du tout. Michel, personne, vous ne savez ce qu'il voulait faire. Non, Gérard voulait être metteur en scène depuis qu'il avait 14 ans. Ah ouais. Michel Blanc, il voulait faire de piano, parce qu'il avait commencé le piano peut-être à 10-12 ans, mais c'est trop tard pour être concertiste. Faut commencer plus tôt. Donc personne ne savait trop. Et puis voilà, on se retrouve. Gérard nous entraîne au ciné-club et au groupe théâtral. Et puis Michel Blanc écrit une pièce. Et ça y est, c'est parti. On fait du théâtre. On partait comme ça. Ouais. Et puis comme ça marchait, donc voilà. Ça nous plaît, on se retrouve bien ensemble, à aimer des choses en commun, à aimer la fréquentation les uns des autres, et puis voilà, c'est parti. Ouais. Et oui, et en 10 ans, donc avec la troupe, vous avez construit, il faut le dire, de vos mains 2 théâtres à Paris. Vous avez fait 7 pièces et 3 films, notamment Les fameux Bronzés. Écoutons cette réplique. Je me suis niqué 3827 kilos de gonzesse. Je me dégoûte des fois, tu sais. Et toi, t'en es à combien? 125, moi. Mon vieux, faut t'y mettre, hein? Attention, une seule fois. D'accord. C'est une histoire vraie. Oh non, mais c'est une histoire entendue. Oui, entendue plutôt. Oui, c'est ça, entendue. Une histoire vraie entendue, ouais. Je ne garantis pas que le type se vantait autant, mais c'est une histoire entendue qui est abominable, évidemment. Mais c'est ce qui est drôle, c'est de rire de ça. C'est ça qui est drôle. Il y a des gens qui trouvaient ça drôle au premier degré parce qu'ils trouvaient ça cool, ce qui est abominable, évidemment. Mais nous, on se moquait de ça. Donc, disons qu'il y avait un tiers des gens qui pensaient que c'était drôle au premier degré, un tiers qui pensait que c'était drôle au deuxième degré de s'en moquer, et puis un tiers qui pensait que c'était horrible de dire des choses pareilles. Bon.
Alors qu'on prenne qui pourra, et puis voilà. Non, mais moi, je suis frappé, le degré, honnêtement, d'effondrement, c'est qu'aujourd'hui, c'est même pas ça, on pourrait pas. Il n'y a pas un producteur de films qui dirait, attendez, enlevez-moi ça. Bah déjà, le titre, Les Bronzés. Je me suis niqué, non, mais ça, oui, non, je suis niqué, 3827 kilos de bronzette. Oui. J'assure, avec des gens comme ils sont devenus très ignares, moi, je m'amuserais, j'ai un scénario, regardez, lisez ça. Oui. Le type, il voit ça, il dit, mais ça va pas à la tête, enlevez-moi ça. Il dit, ça va, voilà, ça va, une partie des gens vont être choqués, et comme leur souffrance est très importante, donc on ne pourra pas le faire. Mais en revanche, il y aurait probablement la moitié ou des 2 tiers des gens qui riraient à bon escient. Mais voilà, bon, c'est la vie. Oui. Mais vous le racontez, Gérard Jugnot raconte dans le livre, effectivement, qu'à l'époque, le titre, même Les Bronzés, vous avez déjà, vous dérangé, vous aviez peur un petit peu des critiques. Pas les Bronzés, non, le Père Noël. Le titre, le titre, Le Père Noël est une ordure. Non, les Bronzés, non, nous, les Bronzés, on trouvait ça un peu commercial. Oui, c'est ça le vous producteur dérangeait qui un l'avait peu, trouvé. vous dites, ouais. Il avait raison, mais 1000 fois raison. Et nous, on l'appelait, je ne sais plus comment. Non, mais les Bronzés, c'était pas la connotation. Là. Mais il avait raison. Non, au point de vue titre, c'est Le Père Noël est une ordure. Quand on a tourné pour avoir les autorisations de tournage à Paris, on ne disait pas Le Père Noël est une ordure, sinon les grands magasins ont tourné devant le BHV, ils nous auraient jetés probablement, donc ça s'appelait Les Bronzés Fête Noël. Et vous savez qu'aujourd'hui ça marcherait très bien. On dirait non, c'est très bien, on va appeler ça le marché est une ordure, l'autre fête est une ordure, les fêtes d'hiver sont des ordures. Et oui, et à la sortie du film, il y a des exploitants belges qui ont repris effectivement ce titre, Les Bronzés Fête Noël. Ils ont refusé effectivement de sortir le film sous le nom Le Père Noël est une ordure. Et en France, il y a des exploitants qui ont modifié l'affiche en faisant écrire dessus soit Le Père Noël, pas le vrai, est une ordure, soit Le Père Noël est presque une ordure. Oui, ou 3 petits points. Ou 3 petits points, ouais. Ça existait. Il y a Dieu merci, elle est une paix, 3 petits points. Ah oui, c'est ça. Ça existait aussi longtemps avant. Oui, sur le tournage de ces films, Le Père Noël est une ordure, Les Bronzés, quelles ont été les scènes dans lesquelles, avec Clavier notamment, vous avez le plus ri? Parce qu'il y en a certaines, elles sont quand même incroyables. La danse avec Christian, c'était très très difficile. Et si on observe avec attention, le plan s'arrête avant que j'explose de rire ou Christian explose de rire, parce que ça demande à être joué avec extrêmement de sérieux, parce que c'est pas pour faire une clownerie. Ce qui est marrant, c'est la situation psychologique d'un mec extrêmement coincé, qui a quand même une grande charité assez forcée, qui ne vient pas du fond du cœur, disons, qui est un petit peu dogmatique, on va dire, et obligé de danser avec cette personne particulière, et cette personne particulière un petit peu séduite par ce bel homme. Donc jouer ça, c'est dingue, quoi. Et ça doit être joué avec le plus grand sérieux, sinon c'est des clowneries. Ouais, sinon c'est pas. Et oui. Et parmi les scènes où vous marrez vraiment comme deux gamins, on peut le dire, c'est cette fameuse scène où Junio, vous savez, se fait masser au Club Med. Celle-ci, elle est mémorable aussi. On l'avait vécu en vrai, donc du coup on faisait semblant de rire, enfin on riait comme des acteurs. Mais on était content quand même de le voir se faire martyriser par le masseur. Et c'est très rare, en fait, au-delà de ça, c'est assez rare, enfin, à ma connaissance, qu'il y ait comme ça un groupe qui arrive pendant des années à jouer ensemble, à faire... Vraiment, c'est pas... Et ce qui est dingue, c'est un groupe dont tous les membres deviennent... réussissent une belle carrière séparément, parce que c'est ça qui est assez extraordinaire. Oui, c'est vrai, c'est très rare, ça. Parce qu'il y en a un qui est en génération d'âge, d'autres non, mais là... C'était l'unanimité. À la lecture du livre, on comprend que vous étiez pratiquement le seul à ne pas vouloir effectivement ce clap de fin du Splendide. À ce propos, vous dites, je ne rêvais pas d'être connu individuellement, ça me rassurait d'être dans le groupe. Comment avez-vous vécu justement cette séparation? Vous vous êtes retrouvé par la suite, mais bon, ça a été difficile pour vous? Difficile, faut pas exagérer, parce que quand le groupe, quand tout le monde a commencé à travailler, j'ai commencé à travailler tout seul, séparément, mais c'était tellement rassurant d'être tous ensemble, d'affronter le métier, la vie, comme ça, avec succès en plus, donc c'était sympa. Après, on est tout seul, donc les échecs, les réussites, on les a tout seul, entre guillemets, et puis les échecs, on les a tout seuls. Donc c'est plus dur qu'en groupe, voilà. Bon, mais enfin bon, je m'y suis fait, je suis devenu grand quand même. Ça n'a pas été le goulag.
Non, c'est très supportable. Ouais. Oui, alors en tout cas, tous les droits de votre livre sont reversés à la Fondation pour la recherche médicale, dont vous êtes le parrain depuis plus de 20 ans, Thierry Lhermitte. Alors, quelles sont les missions et les domaines d'action donc, de cette fondation? On va en parler dans un instant sur Sud Radio avec Thierry... Maxime Molina. Et vous-même, Thierry Lhermitte, Maxime Molina, qui est président du directoire de cette institution. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ça, c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben, vous, il n'y a pas assez de place pour les réponses. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X? Zizette épouse X. Et vous savez pas lire? Là, regardez. Il y a écrit en tout petit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille, suivi de 2 points, épouse X ou veuve Y. Bon, profession de l'époux. Oh là, il faut mettre quelque chose, sinon ils vont me passer un savon. Oh, vous mettez ce que vous voulez, tiens. Éboueux, ça vous va? Eh, dites donc, pourquoi pas ramasser les poubelles tant que vous y êtes? Ça va pas, non? Zézette et Pou X, ce personnage du Père Noël est une ordure, on ne s'en lasse jamais, Thierry Lhermitte. Oh bah, la création de tous les personnages, elle est dingue, là. Franchement, Christian, Marianne, c'est dingue. C'est vraiment oui. Il y a pas ils ont tous leur spécificité totale et en même temps c'est... Et ils parlent tous un français particulier. Toutes les phrases sont un peu twistées d'une manière spéciale. Alors parlons à présent de Le Splendide par Le Splendide. Nous sommes tant marrés. Cette édition collector qui vient donc de paraître aux éditions du Cherche Midi. Et les droits d'auteur de ce livre donc sont reversés à la Fondation pour la recherche médicale. Bonjour Maxime Molina. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur Sud Radio aux côtés donc de Thierry Lhermitte. Vous êtes président du directoire de cette fondation qui a été créée en 1947 par des médecins éminents. Alors quelles en sont les missions et les domaines d'action de cette institution? Merci déjà de nous inviter. Moi, c'est un plaisir de pouvoir faire cette émission avec vous et avec Thierry. La Fondation pour la recherche médicale, c'est vraiment une institution incontournable, je dirais presque vitale. Thierry ne dira pas le contraire, surtout dans des contextes où aujourd'hui on parle beaucoup de questions de budget, allouées à la recherche et de la force que l'on donne à la recherche en France. La Fondation pour la recherche médicale a 2 grandes missions. La première, c'est de soutenir les chercheurs dans tous les grands laboratoires publics de France, sur toutes les disciplines, sur toutes les pathologies. Donc on s'intéresse vraiment à tout sujet, tous les domaines. On laisse aucun pan de côté. Et c'est pour ça qu'on est le premier financeur aujourd'hui, sans aucun but lucratif, de la recherche médicale en France. Vous êtes subventionné par qui? Et donc nous avons que, et ça c'est une de nos spécificités, nous avons que des dons et donc de l'argent d'origine privée. Donc des mécènes, des donateurs, aucune subvention de l'État, aucune subvention publique. Voilà. Donc ça c'est notre première mission, c'est ça. On est financé exclusivement par la générosité et on finance les grands laboratoires français. Et on a une seconde mission et c'est pour ça que c'est aussi important de parler de la cause au-delà même du geste à travers le livre, c'est de pouvoir aussi dire quels sont les grands enjeux autour de la science, autour de la recherche, autour de la santé et sensibiliser le grand public. Quels sont-ils? Alors il y en a plusieurs. Le premier, les lignes rouges, les paramètres importants. Alors nous, on en a 4 chaque année que l'on remet à jour là pour les 5 prochaines années à venir. C'est ce qu'on appelle nos axes prioritaires, qui sont des grands enjeux de santé publique. Il est important juste de comprendre que le socle qui est essentiel pour la Fondation pour la recherche médicale, et c'est pour ça qu'on finance toutes les pathologies, c'est d'avoir une recherche fondamentale, toute discipline. C'est bien parce qu'on finance parfois certains secteurs qu'on en fait avancer d'autres. Et donc en ne faisant pas de choix précis sur certaines pathologies, on permet à toute la recherche d'avancer. Néanmoins, en complément de ça, on a identifié 4 grands enjeux prioritaires pour les années à venir, des enjeux de santé publique. Le premier, c'est les questions de fertilité et de reproduction. Qui est un sujet majeur sur aujourd'hui les difficultés que rencontrent les couples pour avoir des enfants. Et la démographie. Et les questions de démographie, on en parlera, qui est un sujet qui tient très à cœur à notre parrain. On a un second sujet qui est la question de la santé du cerveau, dans une acception un peu plus précise qui concerne le neurodéveloppement et surtout la santé mentale. On en parle énormément, notamment chez les jeunes, ces sujets aujourd'hui de pathologie qui concernent une personne sur 4 dans sa vie qui va être atteinte d'une maladie psychiatrique. On a un troisième sujet qui est l'impact de l'environnement sur la santé. Idem, un sujet très important quand on sait qu'au cœur des sujets de société, on va parler
de polluants chimiques, de pesticides, d'alimentation, d'accessibilité ou pas aux soins. Voilà. Et le 4e sujet, c'est les maladies chroniques inflammatoires, donc toutes ces pathologies du quotidien qui sont liées à une inflammation. Voilà, ça, ce sont nos grands enjeux de santé publique, et on les définit parce que ça concerne un grand nombre de personnes, et surtout parce que ce sont des sujets sous-financés aujourd'hui, et que la recherche est en retard ou a besoin de financement sur ces pathologies. La recherche est fondamentale, c'est le cas de le dire. La recherche est fondamentale. Et grâce à la vente donc de la première édition du livre, donc Le Splendide par le Splendide, vous avez pu récolter donc 231 000 € exactement. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. C'est-à-dire tous les droits d'auteur. Tous les membres du Splendide reversent leurs droits d'auteur. C'est ça, Thierry. On a abandonné nos droits d'auteur pour qu'ils soient reversés à la Fondation pour la recherche médicale. Donc on est content et fier d'avoir fait ça. Comment s'est fait la jonction? En fait, c'est le Cherche Midi qui me tannait pour faire un bouquin. Moi, j'ai eu l'idée de cette histoire de photos commentées parce que j'avais vu un très beau livre de photos de Depardon qui était commenté. C'était un plaisir de voir ça. Ouais. Et donc voilà, on se dit on va faire comme ça. Et puis Josiane, je demande à tout le monde, et c'est Josiane qui a dit il faudrait qu'on fasse ça pour une cause, parce qu'on va pas prendre chacun un peu de sous pour ça. Et j'ai dit hop, allez, j'ai levé le doigt, le premier, et j'ai dit la FRM, et tout le monde a été d'accord, et voilà, c'est parti. Et oui. Alors vous, Thierry Lhermitte, vous soutenez effectivement cette fondation depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à soutenir la recherche médicale? C'est l'intérêt pour la science, pour les sciences de la vie. Voilà, on m'a contacté, on m'a fait rencontrer des chercheurs. Et puis, ça m'a passionné. Et puis, donc, j'ai joint le fait de faire quelque chose qui serve à tout le monde, la recherche médicale, avec mon intérêt pour la science et d'avoir la chance de rencontrer une fois par mois, depuis très longtemps maintenant, un laboratoire de recherche avec des chercheurs extraordinaires qui me racontent leur métier, ce qu'ils font et leur recherche en particulier. Donc, j'ai appris des tas de choses. Je me souviens pas de tout, mais un peu Et quand quels même. sont vos souvenirs les plus marquants, justement, avec ces chercheurs? Des visites extraordinaires. J'en ai fait quelques-unes, quelquefois des très émouvantes. Là, ça serait long à raconter. Je vous en fais en 2 mots. Voilà, à l'hôpital Foch de Suresnes, le chirurgien dont j'ai oublié le nom, extraordinaire, qui fait une greffe d'utérus sur une jeune femme qui était née sans utérus. Et là où c'est vraiment extraordinaire, c'était l'utérus de sa maman. Ah ouais. C'était une deuxième mondiale. Ouais, c'était une deuxième mondiale parce que le chirurgien l'avait déjà fait. Il avait collaboré à une opération de ce type en Suède, et donc il a fait une première en France, une deuxième mondiale. Et j'ai vu la maman, le bébé, le papa. Ils sont tous magnifiques. Et voilà, et elle attendait peut-être de faire un deuxième enfant pour qu'on lui retire l'utérus, pas pour le rendre à sa mère, mais parce que sinon il faut prendre des médicaments anti-rejet toute notre vie, puisque c'est malgré la proximité génétique, néanmoins, c'est le corps... Ce qui est extraordinaire, Maxime Molina, c'est vrai, et puis c'est cette recherche médicale, parce que ça ne s'arrête plus. Récemment, on a parlé de ça. Vous savez qu'à Bordeaux, c'est un exemple, ils ont soigné technologiquement avec un robot un type à Chengdu en Chine à 10 000 km. Je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Oui, pour une pathologie cardiaque, effectivement, c'est assez exceptionnel. Oui. Et justement, d'ailleurs, je le disais, ce qui est important, c'est l'ensemble de la recherche médicale, mais ce projet-là en particulier va financer une équipe de recherche à Marseille, l'équipe du professeur Robert Kelly à l'Institut de biologie du développement, qui s'intéresse aux questions des maladies cardiaques et surtout des cardiopathies congénitales. C'est-à-dire ces malformations qui existent dès la naissance, qui vont concerner un enfant sur 100. Et souvent où il n'y a pas de solution, en fait, ça se développe malheureusement pendant le développement du fœtus, dès les premiers même développements embryonnaires. Et cette équipe, et pour la petite histoire, parce que Thierry dit qu'il ne se souvient pas de toutes ces rencontres, mais Thierry les a rencontrées il y a 15 ans. Il est allé dans ce laboratoire, il a rencontré l'équipe de Robert Kelly, qui à l'époque travaillait sur un sujet très moléculaire, une base très fondamentale de la recherche. Et avec ce soutien, avec le livre, on va aller un cran plus loin, parce qu'on va s'intéresser à l'impact de ces malformations en lien avec le rythme cardiaque et les arythmies que ça peut développer. Pourquoi est-ce qu'un problème de structure du cœur va entraîner potentiellement des arythmies? Donc c'est fascinant de voir que c'est bien cette fidélité, ce lien tiré dans la recherche, et surtout les moyens donnés aux chercheurs de pouvoir, sur des années, continuer à travailler, qu'on innove. Et donc j'en profite pour remercier le soutien de Thierry et de l'ensemble de la troupe.
c'est cette fidélité-là qui est importante. La recherche, c'est un sujet de temps long. Et c'est grâce à ce temps long qu'on innove. Et surtout, et vous le dites très justement, il faudrait qu'on arrive à pas se faire dépasser par d'autres pays. La France, elle a toujours tenu une place très importante dans le paysage de la recherche de façon globale, mondiale. Aujourd'hui, on voit les budgets baisser, on voit le nombre de publications aussi de nos chercheurs baisser par rapport à des concurrents. Beaucoup de chercheurs sont dans des états de précarité, c'est terrible en France. Exactement. Ouais. Ou alors ils partent à l'étranger, où ils sont mieux reçus. Oui. Vous les rencontrez effectivement régulièrement, ces chercheurs. Justement, quelles sont les plus grandes difficultés qu'ils vous ont confiées au quotidien et qu'ils rencontrent? Le financement, parce que un truc que les gens ignorent, enfin voilà, qu'il faut dire, voilà, l'État finance les infrastructures et les statutaires, les gens qui sont là, voilà. Et quand on veut faire une recherche, il faut trouver le budget pour faire une recherche particulière. Et là, il faut aller frapper à plein de guichets, des guichets d'État, des guichets d'entreprise, des guichets comme des fondations ou des financières de la recherche. Ça veut dire qu'il faut faire des dossiers de partout avec des calibres différents, des formulaires différents. Ça leur prend un temps monstrueux. Et puis, chercher cet argent. Ils passent la moitié de leur temps à faire ça. Hein. Voilà, la moitié, au lieu de faire de la recherche, passent leur moitié de leur temps à chercher de l'argent. C'est vraiment un problème. Voilà. Oui. Vous, Thierry Lhermitte, vous n'avez pas, faut le dire, de formation médicale, mais vous avez toujours été féru de sciences et de médecine. Et dans votre famille, il faut le rappeler il y a eu deux très grands neurologues, à savoir effectivement Jean Lhermitte, votre grand-père, et François Lhermitte, mon oncle, votre oncle. On doit à votre grand-père justement le fameux syndrome de Lhermitte. Expliquez-nous. Le signe de Lhermitte, le signe de Lhermitte, c'est quoi exactement? C'est une décharge électrique qui part du cou, qui descend dans la colonne vertébrale dans le cadre de la sclérose en plaques. Oui. Vous avez jamais voulu effectivement faire carrière dans la médecine? Mais j'y connaissais rien, je vous dis. Avant de rencontrer mes copains, tout d'un coup, je suis parti là-dedans. Peut-être que si j'avais rencontré des gens qui voulaient faire de la médecine, j'aurais fait ça. Mais franchement, je comprenais rien. Il ne faut pas oublier le syndrome de Lhermitte qui provoque une espèce de rire à gauche. Oui, absolument. Qui a connu pas mal de ravages dans les familles. Qui fait du bien à la santé aussi, celui-là. Qui fait du bien. Mais comment dire? Mais vous vous documentez beaucoup. Vous lisez beaucoup de... Oui, j'imagine. Je lis toutes sortes de choses et des choses de scientifiques beaucoup aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Il y a une chose que je devais vous parler de finances, etc. Il y a quand même quelque chose, encore une fois, c'est pas faire la politique, d'ailleurs ça concerne la droite, la gauche, en haut et en bas, mais je suis absolument fasciné, vraiment, et on en parle ici, et souvent quand je reçois des gens, l'émission, etc., c'est que on se dit quelle est la priorité des gens qui nous gouvernent. Parce que qu'est-ce qu'il y a le plus prioritaire que la recherche médicale? Non mais, entre autres. Oui, non, c'est vrai. Bien sûr, mais vous voyez, reformer une armée décente, c'est aussi prioritaire. Soigner les gens, c'est prioritaire. Tout est prioritaire, vous savez bien, c'est que c'est vrai, mais enfin, il y a peut-être des choix difficiles. Il y a peut-être des gaspillages qu'on pourrait éviter. Ah oui. Mais l'enjeu même qu'on demande avant tout, c'est de ne pas se désengager, en fait. C'est-à-dire, en 2020, il y a eu une loi de programmation de la recherche qui a donné un cap au plan 2030 de la France. 2020. En 2020, voilà, pour les 10 prochaines années. Aujourd'hui, ce qu'on prévoit, alors le budget n'est pas voté, mais on a fait appel avec mes homologues du secteur de Pasteur, de Russie, de Roussy, de Curie, etc., d'Imagine, on a fait appel en disant, déjà maintenons cette trajectoire. Dans les discussions que nous avons sur le PLF 2026, on est en train de parler d'un désengagement potentiel de 2 milliards, donc de 4% par rapport à ce qui était programmé. On ne demande pas forcément plus à l'État. On demande au moins de maintenir cette stratégie. Parce que on le dit souvent, mais je pense, et on en est convaincu, pour qu'un État demain soit fort et innove, c'est qu'il investit dans son éducation et c'est qu'il investit dans la recherche. La recherche médicale, c'est important, et donc heureusement qu'on a des structures aussi comme les nôtres, et je parle de la Fondation pour la recherche médicale comme de nos homologues, pour soutenir ces chercheurs qui ont besoin, pour compléter ces aides, pour innover, pour être disruptif aussi, pour prendre des risques et permettre ces découvertes. Voilà. La recherche, c'est le risque. Exactement. C'est le risque, et c'est la jeunesse aussi, parce que la Fondation pour la recherche médicale, 50% de ses aides aujourd'hui sont dédiées à des jeunes chercheurs. Il y a un sujet aussi, vous avez demandé les difficultés, mais il y a un sujet d'attractivité, qui est comment est-ce qu'on donne envie à des jeunes qui sortent d'école de continuer leur cursus et de s'investir dans la recherche médicale. La Fondation aide avec des aides pour leur permettre de revenir en France ou d'aller faire des stages à l'étranger, mais de revenir ensuite, ou de lancer leurs équipes. C'est 50% de nos investissements, et je pense que c'est essentiel pour les générations futures. La différence entre l'art et la science, c'est Picasso disait « je ne cherche pas, je trouve ». Oui, ça c'est en art. Science, faut chercher. En science, c'est plus compliqué. Il faut chercher pour trouver. Thierry Lhermitte et Maxime Molina, on va se retrouver dans un instant sur Radio, et nous allons continuer de parler de la Fondation pour la recherche médicale.
Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. De retour sur Sud Radio avec Thierry Lhermitte, parrain de la Fondation pour la recherche médicale, et Maxime Molina, président du directeur de cette institution. Alors aujourd'hui, si les auditeurs de Sud Radio veulent vous aider, vous soutenir, comment peuvent-ils faire ? Thierry Lhermitte. C'est sur le site frm.org, on peut donner par Internet, on peut donner à l'adresse dessus, on peut envoyer un chèque si on veut. Et puis si on veut donner moins, mais plus vite, on peut envoyer un SMS avec le mot don, D-O-N, au 92 300. Il y a 10 € qui sont prélevés sur votre facture téléphonique. Oh, c'est bien. Pas du 92 300, don. 92 300 et on met... 300. Donc, 300. On met donc DON. Et on peut aussi, sans faire la promotion, mais acheter le bouquin. Parce que cette seconde édition est également un soutien supplémentaire à la Fondation pour la recherche médicale. Et oui, et il faut rappeler que faire un don, effectivement, c'est défiscalisé à 66% avant le 31 décembre de cette année. Donc, il faut le faire. 10 € ça va faire 4, ça va vous coûter 4 €. Oui. 40. Un peu moins de 4 €, tout à fait. Maxime Molina, au sein de la Fondation, vous financez à peu près, plus même de 400 projets par an. Oui. C'est-à-dire, quelle est la teneur de ces projets ? C'est même 400 nouveaux, puisque comme les projets durent à peu près 3 ans, en recherche, je l'ai expliqué, il faut un temps assez long. Ça veut dire qu'on en a environ 1200 en cours de projets de financement dans tous les grands laboratoires. Et on est, comme je vous l'ai expliqué, sur toutes les disciplines. Donc on va autant financer des projets sur le cancer, les maladies neurodégénératives. On a un conseil scientifique totalement autonome, indépendant, bénévole d'ailleurs, de 32 membres, qui sont des grands experts de toutes les grandes pathologies, de la neuro, de la cancéro. Donc qui examinent les projets. C'est des appels à projets, les chercheurs candidatent, et on va sélectionner les meilleurs projets sur l'année qui existent dans tous les laboratoires. Et il faut dire que ce sont un des grands experts, et puis que c'est vraiment un boulot monstrueux, parce qu'il y a à peu près un tiers des projets qui sont financés, donc ils en lisent 2 tiers de plus, et que du coup ils ne pourront plus eux-mêmes prétendre à avoir un financement de la FRM pendant 4 ans. Pendant qu'ils participent à notre conseil, ils abandonnent la possibilité d'une aide pour leur laboratoire. Donc c'est un vrai engagement, c'est ça qui est très beau aussi dans la recherche. Pour éviter les conflits d'intérêts. C'est joli, Et les projets qui sont soutenus sont sur tout ce qu'on appelle le continuum de la recherche et l'ensemble de la carrière des chercheurs. Donc autant les plus jeunes quand ils font leur thèse, donc on finance un contrat doctoral, jusqu'aux équipes plus confirmées qui parfois vont aussi, grâce au label de la Fondation pour la recherche médicale, dégoter des aides beaucoup plus importantes au niveau européen ou international. C'est un vrai label de qualité. Oui. Concrètement, quel type de projet vous avez financé là récemment ? Je peux vous donner 1 ou 2 exemples de découvertes qui vont parler au grand public. On a financé, il y a un chercheur dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, cette année, qui s'appelle Raphaël Rodriguez, que Thierry connaît aussi, qui travaille à l'Institut Curie et qui est spécialiste des cancers. Et il a notamment développé une molécule, Raphaël, qui s'intéresse aux métastases et qui permet, puisqu'il a compris que les cellules qui se développent ont besoin de fer pour se développer, ces cellules cancéreuses, et que lorsqu'on arrive à bloquer ce fer, à limiter l'utilisation du fer par la cellule, on arrive à tuer la cellule. Voilà, c'est un de ces projets qu'il a développé, et la Fondation pour la recherche médicale a financé ce qu'on appelle chez nous un amorçage, c'est-à-dire dans ses premières années de carrière, on l'a aidé, on lui a mis le pied à l'étrier, on a fait un tremplin pour pouvoir commencer son projet de recherche. Et aujourd'hui, grâce à ces premiers jalons posés, Raphaël a réussi à identifier cette molécule. Donc c'est évidemment un travail collectif, on ne se l'approprie pas, mais c'est un boulot qui a été lancé et amorcé avec la Fondation pour la recherche médicale. C'est un chercheur qui est jeune, je ne sais pas quel âge. Un jeune chercheur, oui, je ne saurais pas dire son âge. Mais en fait, c'est moins de 40 ans. Moins de 40 ans. Et ça, c'est renommé mondial. C'est vraiment une avancée énorme. C'est une avancée extraordinaire. Ou pendant le Covid, on a financé des équipes aussi, celle de Laurent Abel ou Monsieur Casanova, qui ont réussi à déterminer les facteurs génétiques de ce qu'on appelle le Covid long. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui, vous savez, qui vivent avec une forme de Covid long. Et ils identifient tous les facteurs génétiques de ce Covid long sévère grâce à un projet de recherche financé par la recherche médicale. Évidemment, il y a beaucoup de recherches financées sur les maladies neurodégénératives, Alzheimer en particulier. Eh oui, Parkinson, maladie de Charcot, Alzheimer, les chiffres sont effrayés. D'ici 2050, il y aura 105 millions de malades dans le monde. Oui. En France, c'est un peu plus d'1 million de personnes. Vous avez rencontré des chercheurs qui travaillaient sur cette maladie ? Sur Alzheimer, j'en ai 3 ou 4. Oui, bien sûr, parce qu'il y a plein d'aspects, parce que malheureusement dans cette maladie, on en est encore au stade de la description de la maladie, d'essayer de comprendre comment ça marche. Les premiers médicaments qui arrivent, c'est des petites améliorations, c'est tant mieux, c'est déjà ça, mais c'est guère plus. On sait
un peu soigner, mais pas guérir de toute façon. Et on est encore dans la compréhension de la maladie. Personne ne sait comment ça marche, comment ça démarre. Pour une raison compliquée, mais qui fait que quand on s'aperçoit qu'on a Alzheimer, le processus a commencé 15 à 20 ans avant. Oui, les symptômes sont 15 ans avant. Voilà. Donc, ça commence à venir. Enfin, on sent qu'il y a des avancées. Oui, mais et là, il y a une autre avancée. Je crois qu'il y a une délégation qui vient vous voir. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est le Père Noël, le Père Noël de Sud Radio. Je vois que le Père Noël. Qui n'est pas une ordure, ce Père Noël. À mon avis, il y a un cadeau pour Thierry Lhermitte. C'est magnifique. Voilà. Ben oui, bonjour. L'autre Avec un cadeau. Oh, j'aime ça. J'adore les cadeaux. J'adore les cadeaux. Je vous remercie. Je crois reconnaître ce Père Noël, André Berkoff. Argenté, qui est très légère. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On a cassé la tirelire. Oh, un gilet. Mais elle est beaucoup plus jolie que celui d'Anémone. Ah bah oui. Oh, mais c'est pas le gilet d'Anémone. Vous allez enfin pouvoir descendre les poubelles de Sud Radio, Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, quels seront vos prochains combats après les bronzés fonds du ski? Vous avez passé un an à la... Ça, c'est des... Non, c'était pas un combat, c'était un plaisir. Oui, un plaisir, pardon, excusez-moi. Mais sinon, quels seront vos prochains combats dans le domaine, effectivement, de la recherche médicale? Je reprends mes visites de laboratoire et puis nous préparons un livre qui va parler de la recherche, de la science et puis des 100 et quelques visites que j'ai faites déjà. Au bénéfice de la Fondation pour la recherche médicale, évidemment, qui sortira à Noël prochain. Je fais avec Racontez un peu tout ce que vous avez vécu avec eux. Oui, les rencontres extraordinaires. Et puis, il y aura un peu toutes les recherches avec les liens pour pouvoir en savoir plus. Avec une journaliste scientifique qui s'appelle Sandrine Cabu, et voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Oui, voilà. c'est 20 ans de rencontre, et Thierry, c'est un vrai passeur de science, et c'est ça qui est fort aussi, c'est de pouvoir... Vous disiez qu'il n'était pas formé, mais aujourd'hui, c'est presque le cas. Quand on le voit dans les visites de laboratoire, il maîtrise très bien les sujets, mais il a une manière de l'expliquer, de le vulgariser, qui est extrêmement important pour en comprendre les enjeux, donc pour nous, c'est essentiel. Ça. Moi, je suis admiratif des chercheurs, ou des scientifiques, ou des gens en général, qui arrivent à expliquer clairement des choses compliquées. Ça nous rend intelligents de comprendre des choses compliquées. Donc, c'est chouette. C'est vrai, voilà. C'est tellement important parce que c'est pas évident d'expliquer des choses vraiment très complexes où on a un vocabulaire aussi spécifique. C'est pas. Oui, puis il faut éviter de jargonner parce que c'est pas la peine de dire les membres supérieurs de la technostructure combattante. Voilà. Ça s'appelle les bras chez nous. Non, mais dites-moi, on peut pas. Et alors en revanche, c'est très drôle. Il y a peu de films, ou alors, corrigez-moi si je me trompe, sur la science, la recherche, etc. Oui. Il y en a, je dis pas qu'il n'y en a pas. Bon, il y a eu Oppenheimer et compagnie, mais il y a pas tellement de choses. La recherche médicale, oui, c'est des sujets qui sont difficiles à adapter. Mais là, vous voyez, dernièrement, alors on parle pas de recherche directement, mais on a une ambassadrice qui nous rejoint aussi dernièrement, c'est Isabelle Carré, qui vient de réaliser un film qui s'appelle Les Rêveurs, sur la base de son livre qui racontait sa tentative de suicide lorsqu'elle était jeune, à 14 ans, et son internement en hôpital pédopsychiatrique. Ne serait-ce que par ça, parce qu'à la fin d'ailleurs elle termine pour expliquer quels sont les enjeux autour des maladies psy, de la santé mentale et des enjeux de recherche, à travers le fait de montrer comment se passe l'intérieur d'un hôpital, d'un laboratoire. C'est la première fois, je crois, qu'au cinéma on voit un service pédopsy mis en lumière comme ça, et l'expérience du patient, le sujet des aidants. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la recherche, l'objectif, c'est de mener à ça, de comprendre comment ça se passe et d'expliquer, si possible, de trouver des thérapies derrière. Donc voilà, on arrive à le montrer, à l'illustrer quand même par l'expérience et les témoignages. Et pourquoi il n'y a pas trop de films là-dessus? C'est des sujets graves, souvent douloureux, donc est-ce que les gens viennent aller voir ça au cinéma? J'en sais rien. Quelquefois, quand c'est des histoires de réussite, et il y en a des trucs bouleversants, parce que c'est de réussite tout simplement, alors du coup c'est enthousiasmant, mais sinon c'est... Pas facile. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci Thierry Lhermitte. Merci Maxime Molina d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que le livre Le Splendide par le Splendide, paru aux éditions du Cherche Midi et qui aide justement la recherche médicale. Achetez-le. C'est un joli cadeau de Noël à glisser sous le sapin. Vous aiderez la recherche médicale. Il faut aider la recherche médicale. On se retrouve très bientôt de voir sur Sud Radio. Films et d'entendre cela, on peut se demander que reste-t-il de notre humour. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.